Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et on va bien sûr parler de l'Italie après les élections. Le pays est plus que jamais fracturé en deux. La lutte est ouverte entre extrême droite et populiste. Difficile de savoir qui gouvernera le pays demain. Ni la droite ni la gauche ne détient la majorité. C'est le populisme qui triomphe. Le mouvement 5 étoiles en tête, puisqu'il termine avec 32,5% des voix, mais aussi le parti d'extrême droite, la Ligue, qui recueille 17,5% des suffrages. Alors comment expliquer cette vague populiste et quelles conséquences pour l'Europe? C'est le thème de notre débat aujourd'hui. 3 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Mercedes Bresso, bonjour. Vous êtes députée européenne italienne du groupe des socialistes et démocrates. Vous êtes membre du parti démocrate, le parti de Matteo Renzi, un grand perdant des élections. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stellos Kouloglou, bonjour. Vous êtes député européen grec du groupe de la gauche unitaire européenne, membre de Syriza. Vous êtes aussi journaliste et réalisateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Jean Quatremer, vous êtes correspondant de Libération à Bruxelles. Je signale votre blog sur Internet, Coulisses de Bruxelles, pour ne rien rater de l'actualité européenne. Avant de débattre, les images. C'est un pays habitué depuis longtemps au désordre politique, mais aujourd'hui, l'Italie est vraiment en roue libre. Aucun parti, aucune coalition n'a obtenu la majorité. Pourtant, une tendance se dégage, l'hostilité à l'Europe et le rejet des élus. François Goulin. Deux scores historiques, mais pas de vainqueurs. Ni Matteo Salvini, le patron de la Ligue du Nord, ni Luigi Di Maio, à la tête du mouvement 5 étoiles, n'ont réussi à remporter la majorité des sièges au Parlement. Salvini, le candidat d'extrême droite, allié de Marine Le Pen au Parlement européen, emmène une grande coalition de droite avec Silvio Berlusconi. Ils recueillent ensemble 37% des suffrages. C'est une grande satisfaction pour la Ligue, pour Salvini. Ces résultats sont historiques. Nous n'avons jamais eu de tels résultats dans le passé. Nous recueillons des votes du nord au sud. Je crois que Matteo Salvini a su gagner ce défi. Aucune alliance n'est envisagée avec le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, l'autre grosse surprise de ces élections, qui devient, avec 32% des suffrages, le premier parti d'Italie. Si ces résultats devaient se confirmer, ce serait une apothéose. Et cela démontre le travail que nous avons fait. Et surtout, cela démontre que tous devront venir parler avec nous. Le Parti démocrate de Matteo Renzi, lui, essuie une défaite historique avec moins de 20% des voix. Au pouvoir depuis 2013, le parti de centre-gauche va jouer les arbitres, une alliance avec les populistes du mouvement 5 étoiles n'étant pour l'instant pas exclue. Une situation instable se dessine, les tractations des prochains jours s'annoncent longues et complexes. Lors des dernières élections de 2013, elles avaient mis plus de 2 mois à aboutir. Mercedes Bresso, que bordello, c'est le titre du quotidien Il Tempo lundi dernier. Ça résume assez bien la situation? Ouais. Ça résume plutôt bien la situation. Je peux dire, c'est certain que nous avons perdu, parce que nous avons perdu énormément de voix. Ce qui n'est pas certain, c'est si quelqu'un a gagné, parce que le système électoral prime les coalitions, et donc en réalité, ceux qui ont gagné, c'est le centre-droite, avec Matteo Salvini devant. Donc ça, c'est la chose pour l'Europe la plus inquiétante. Les 5 Stelle qui nous ont toujours craché dessus, maintenant ils essayent de lancer un peu de messages, mais je crois que notre devoir, c'est de faire l'opposition. Il y a quelqu'un qui a deux groupes qui disent avoir gagné. Bien, le président de la République a le choix, vu qu'il y a 2 gagnants. C'est la première fois qu'on a 2 gagnants et en réalité, aucun. Stellos Kouloglou, comment vous réagissez au succès du populisme et de l'extrême droite qui totalise plus de 50% en Italie, un des 6 pays fondateurs? Bon, d'accord, il y a la crise profonde du système politique traditionnel italien, mais aussi je pense qu'il y a des facteurs qui concernent aussi Bruxelles et les dirigeants européens, parce qu'on a laissé tomber l'Italie. On a laissé tomber l'Italie à la fois sur la question des réfugiés, comme c'est fait le cas aussi avec la Grèce, mais aussi on a laissé tomber le gouvernement Renzi et les forces démocratiques et progressistes d'Italie. La montée de l'extrême droite est partout.
Le fait qu'on a beaucoup de difficultés de former un gouvernement, on le voit partout, même en Allemagne. Alors, nous avons les mêmes phénomènes. À mon avis, c'est le dernier avertissement à l'Europe qu'il faut changer radicalement de la direction, changer de la politique. Jean Quatremer, un certain rejet de l'Europe a-t-il contribué à la montée de ce populisme? En tous les cas, ce qui est défait dans les urnes année après année, c'est la politique européenne ou la politique économique telle qu'elle était vue par une partie de la droite européenne, et notamment la CDU allemande. Ça, il faut dire les choses clairement. C'est-à-dire quand même, je dirais que c'est le modèle de gouvernance de Wolfgang Schäuble, l'arrogance, le côté donneur de leçons, vous faites comme ci, faites comme ça, nous sommes les meilleurs, etc., qui effectivement n'a pas fonctionné. Et le refus de toute solidarité aussi financière. Alors, ça a pas été, la Grèce a été, hélas, un laboratoire un peu malheureux, mais je veux dire que le côté allemand, c'est on veut bien vous aider, mais vous allez prendre une cure de rigueur absolument violente. C'est quelque chose qui a été rejeté. Et les Allemands, brutalement, découvrent la nécessité là, de la solidarité quand ils sont eux-mêmes débordés par des réfugiés. Et à ce moment-là, les Allemands donc, appellent à l'aide. Et c'est vrai que personne n'est venu en aide des Allemands, pas plus qu'on est venu à l'aide d'ailleurs des Italiens. C'était le chacun pour soi. Les Français n'ont pas été particulièrement brillants dans cette affaire. On a multiplié les contrôles aux frontières, renvoyé les enfants dans les montagnes. Je veux dire, ça a donné une image de l'Europe, en fait, non solidaire, donneuse de leçons. Mais encore une fois, ce n'est pas l'Europe. Ce sont les forces de droite qui dominent l'Europe. Si on ne change pas l'Europe le plus rapidement possible, la prochaine fois, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça sera l'extrême droite partout. Je partage absolument l'analyse que pour nous, fédéralistes européens, pour ceux qui sont pour l'Europe, c'est urgent de changer l'Europe. L'Europe unie ne peut pas être une Europe qui ne fait que donner des leçons. C'est d'ailleurs ce que Macron dit, oui. Une Europe qui aide, qui protège, parce qu'on n'est plus les plus forts au monde. Hein? On a besoin aussi de se protéger, donc il faut offrir à nos citoyens protection, support. Sur ce vote protestataire en Italie, alors oui. C'est quoi? La crise économique, la crise des migrants? Oui, je crois que l'Italie n'est pas sortie de la crise économique pour tout le monde. On est sorti dans le sens qu'on a un bon taux de croissance, on a recommencé à créer des emplois, mais ce n'est pas vrai pour tout le Sud. Au Sud, les 5 Stelle n'ont pas gagné ni contre l'Europe, ni pour la droite, ni même pas contre les migrants. Exact. Ils ont gagné en promettant un salaire pour tous sans travailler. Et ça, c'est inimaginable. Ce que nous, on a dit, mais évidemment, c'est plus difficile à faire comprendre. Ce qu'il faut, c'est créer du travail. On ne peut pas imaginer un pays qui vit au crochet de qui? De soi-même? Qui va payer ces salaires? Hein? Promesse démagogique, d'où promesse démagogique, très démagogique. Si vous regardez le nombre de chômeurs dans les régions du Sud, vous voyez tout de suite le vote aux 5 étoiles. C'est l'idée d'avoir de toute façon une garantie, un salaire, et puis travailler au noir, chose que malheureusement on fait souvent dans notre pays. Alors je crois que on ne peut pas dire qu'en Europe, en Italie, on gagnait les anti-européennes. On gagnait les populistes, et ça c'est les 5 étoiles, et ceux qui sont contre les migrants. C'est vrai, l'Italie a été laissée seule, mais c'est vrai aussi qu'on a un énorme problème en Europe. Partout, les partis de gauche perdent de voix parce qu'ils font leur devoir de l'aide humanitaire. Ils acceptent une situation contre laquelle on a beaucoup de difficultés à lutter. Et je crois que l'Italie a démontré qu'on peut travailler pour réduire les flux d'une façon humaine, c'est-à-dire en créant des camps, mais gérés par les Nations Unies, en aidant l'Afrique à se développer. Mais c'est des choses qui demandent du temps. Ce n'est pas demain. Hein? Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les migrants qui continuent à arriver, moins qu'avant, mais de toute façon... Les migrants continuent à arriver en Grèce, mais la Grèce n'est pas tombée pour autant dans... Si, il continue et les îles à côté de la Turquie sont débordées maintenant. Oui. Et il n'y a pas l'aide promise, n'est jamais arrivée. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ce n'est pas effectivement des mouvements contre l'Europe. Évidemment, le nationalisme, s'il gagne,
finira par détruire l'Europe. Ça, c'est une évidence. Mais ils n'ont pas gagné en faisant campagne contre l'Europe. Par exemple, le mouvement 5 étoiles, ils ont abandonné leur idée de référendum sur l'euro et ils ont fait une campagne sur, effectivement, le travail, l'emploi, l'extrême droite, sur l'identité, sur le rejet des étrangers. C'est-à-dire que l'extrême droite, partout en Europe, a vu que la sortie de l'Europe, l'exemple du Brexit est là, ne fonctionnait pas. Et donc, ils ont abandonné ça et ils reviennent sur leur cœur de métier, qui est la xénophobie ou des promesses, effectivement, démagogiques. Voilà. C'est pour ça que je ne parle pas de parti populiste, moi, personnellement. Je parle de parti démagogique. Parce que j'estime que le Parti démocrate représente, ou que Syriza représente le peuple. C'est-à-dire autant que ces gens, ces néo-nazis. Donc, il faut arrêter de parler de parti populiste. Tous les partis, tous les élus représentent le peuple. Donc, parlons de partis démagogiques, c'est-à-dire qu'ils promettent n'importe quoi en sachant qu'ils n'auront pas les moyens de tenir leurs promesses. Sur cette crise, est-ce que c'est une crise de plus qu'a connue l'Italie ou est-ce que là, elle est sérieuse et elle menace vraiment l'Europe? Les crises sont toujours sérieuses. Non, je ne pense pas que ça menace l'Europe, ça menace l'Italie, parce que l'Italie, comme vous savez, a une grosse dette. Et donc l'Europe Pas de Brexit version italienne envisageable? Non, pas de Brexit. D'ailleurs, on voit très bien que le Brexit est très difficile à gérer, même pour un pays qui était en dehors de tout, comme la Grande-Bretagne. Pour nous, ce serait impossible, mais personne ne le veut en réalité. Hein. Les Italiens ont dit clairement on veut l'euro et l'euro est une monnaie qu'on préfère à la lire. Non, je crois que ce sera très grave, surtout parce qu'on risque d'augmenter ultérieurement la dette et de se trouver dans une situation comme celle grecque. Mais l'Italie n'est pas la Grèce, est trop grande. Et en plus, c'est vraiment dommage parce qu'on était en train de reprendre. Nous, on a un excédent commercial qui est le deuxième en Europe. Un pourcentage supérieur à celui allemand. Donc, notre économie était en train de se reprendre. Ma crainte, c'est qu'elle retombe à cause d'une augmentation de la dette qui devient non tenable et qui nous met dans la situation grecque. C'est là le vrai danger. C'est pas l'Europe. L'Europe, l'année prochaine, on fera la campagne sur l'Europe. Et je crois que de nouveau, les résultats vont changer. Justement, la Grèce, vous me faites une parfaite transition. On reste dans le sud de l'Europe. Donc, direction la Grèce. Après 8 ans d'austérité, la Grèce entrevoit la sortie de crise. Le pays a accepté de privatiser ses ports, ses autoroutes, ses aéroports, son énergie, en échange de l'argent des créanciers. Qui en a le moins profité? Le reportage au port du Pirée, qui appartient dorénavant au groupe chinois Cosco. Le reportage sur place de François Chevret. Au petit matin, le port du Pirée se réveille tranquillement. Mais à quelques kilomètres, l'activité est intense. Et depuis l'arrivée d'une entreprise chinoise il y a 10 ans, elle n'en finit pas de grandir. 5 fois plus de containers passent dans les pinces des immenses grues du port. Pendant qu'on augmentait la capacité du quai numéro 2, on lançait la construction d'un 3e quai. Et on continue sa construction. À la fin, on aura presque doublé les capacités du port à la mi-2019. En 2016, l'entreprise chinoise Cosco a pris le contrôle du port. 67% de la société à terme, pour un investissement promis de 700 millions d'euros dans les 5 ans. Une aubaine pour la Grèce, selon Cosco. Je pense que l'État grec est gagnant. On crée plus de 1600 nouvelles opportunités de travail. Évidemment, on paie beaucoup de taxes au gouvernement. Nous permettons aussi à l'industrie de croître. Donc, il y a un bénéfice mutuel dans ce contrat. Au sein de la structure propriétaire du port, autrefois majoritairement publique, le discours ne dévie pas de la ligne officielle de Cosco. Nous pensons que c'est une situation gagnant-gagnant. Le port du Pirée a profité de gros investissements. L'État grec n'aurait pas pu le faire seul et c'est très favorable pour l'économie locale et nationale. En plus de l'argent gagné en vendant ses parts à Cosco, il y a les investissements déjà effectués et ceux qui vont encore venir. Un investissement gagnant-gagnant, pas pour tout le monde. Sous la pression de ses créanciers,
La Grèce a réduit le salaire minimum, dérégulé le droit du travail et baissé le pouvoir des syndicats. Et sur le port, cela s'est senti très vite. Nos salaires ont baissé de 35%. Il n'y a plus d'horaire. Le patron peut t'appeler pour travailler quand il veut. En ce moment, dans le port, nous sommes 1000 employés, avec 800 horaires différents. Il t'appelle quand il a besoin de toi. Ça, c'est la nouveauté que COSCO applique sur la totalité du port. Il y a une croissance au Pirée, mais c'est à COSCO seulement que ça profite. Pas à nous, ni à nos familles. En Grèce, tout ou presque est à vendre. Il y a même un catalogue en ligne. Le gestionnaire de gaz, une autoroute, la compagnie de télécom. Panayotis Lafazanis est l'un des fondateurs de Syriza, le parti de gauche anti-austérité actuellement au pouvoir. Ancien ministre du gouvernement de Tsipras, il a quitté son poste lorsque le Premier ministre grec a accepté de poursuivre la vague de privatisation sous la pression des créanciers. Ces privatisations n'obéissent à aucune logique économique. Quand on parle avec ces gens qui ordonnent les privatisations, on leur demande ce que la Grèce et le peuple gagnent dans tout ça. La réponse, c'est rien. Rien ne sert l'intérêt public. Avec l'argent généré par les ventes au secteur privé, ils disent qu'ils vont faire baisser la dette publique. Aujourd'hui, la Grèce est une colonie de dette qui doit tout accepter et se laisser dépecer en tant que pays souverain pour que la dette soit remboursée. Sacrifices inévitables pour certains, pillage pour d'autres, les privatisations ont été la condition non négociable pour que la Grèce reçoive un troisième plan d'aide de la Troïka et éviter la banqueroute. La gestion publique n'est pas efficace et beaucoup de biens restent inexploités. Le secteur public ne voulait pas investir. Mais le problème des privatisations, surtout au début, c'est que vous ne pouvez pas négocier une vente équitable quand vous êtes en situation difficile. Combien ces ventes ont rapporté à la Grèce? Il n'existe aujourd'hui aucun chiffre officiel. Tout juste les citoyens savent-ils que l'ancien aéroport d'Athènes a rapporté un peu moins d'1 milliard d'euros, un prix au mètre carré largement inférieur au marché. Stelos Koulogiou, est-ce que la Grèce se retrouve financièrement avec ces privatisations? À qui profitent ces privatisations? Écoutez, plutôt aux acheteurs, qui est la Grèce. Évidemment, si on impose à un pays de vendre les bijoux de la famille, un pays qui est en crise et qui n'a des autres moyens à se financer, alors ça va aboutir à une braderie. C'est ça qu'on a vécu en Grèce à ce moment-là. Et le gouvernement, tous les gouvernements, non seulement le gouvernement de Syriza, ont été obligés de le faire. Et ce n'est pas seulement le cas de Cosco en Pirée, c'est aussi le cas de 14 aéroports qui ont été achetés par un consortium avec Fraport, une entreprise allemande à la tête. On a sélectionné les aéroports les profitables et pas les aéroports qui avaient un problème. D'abord, la proposition grecque était de diviser en deux groupes avec des aéroports bénéficiaires et aussi déficitaires. Mais après, on est non, la Troïka a dit non, il faut vendre les 14 aéroports profitables. On a vendu tout. Et après, il y a des autres concessions en ce qui concerne les contrats, parce que l'État grec, quand même, va subventionner tous les travaux s'il y a un problème. S'il y a un problème archéologique, l'État grec va subventionner les travaux supplémentaires. C'est tout. C'est un accord plus ou moins colonial. Oui. Ouais. Mercedes Bresso, il y a 3 ans sur ce plateau, on se demandait si la Grèce elle allait sortir du bout du tunnel. Là, paf, on nous dit qu'elle sort quand même du tunnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que la Grèce a fait beaucoup de sacrifices et malheureusement, dans ce cas-là, ils étaient obligés parce que la dette était une responsabilité non pas du gouvernement actuel, mais des gouvernements précédents. Je crois que
Dans le cas du Pirée, par exemple, le Pirée est devenu compétitif par rapport à Rotterdam. Amsterdam, il n'aurait jamais pu, à Hambourg, il n'aurait jamais pu le faire tout seul. La Grèce est une plateforme naturelle pour l'échange avec l'Est. Donc, je crois que dans ce cas, ça a été une bonne chose pour la Grèce parce que ça leur amène des investissements. Après, c'est clair, il faut redonner de la force aux syndicats pour qu'ils résistent, parce que le patron chinois devra, comme tous les patrons, si les syndicats ont de la force, traiter avec eux, parce qu'il est obligé de travailler là. Il ne peut pas amener le port du Pirée en Chine. C'est différent de, par exemple, d'une entreprise dont le know-how peut être transporté ailleurs. Là, le port est là, et c'est un avantage pour l'Europe et pour la Chine d'avoir une plateforme efficace pour les commerces. Donc, ça dépend des situations. Je crois que aussi dans les aéroports, des privés, des Allemands qui achètent des aéroports en Grèce, ça veut dire, c'est triste pour l'Italie, ça veut dire qu'énormément de touristes allemands seront transportés en Grèce à travers ces aéroports. C'est des investissements qui amènent des clients. La Grèce, le bout du tunnel, je crois qu'il y a les ministres de l'Eurozone, des finances de l'Eurozone qui disaient que la Grèce cochait toutes les cases. Après 9 ans, il est quand même temps que la Grèce sorte de la crise. Alors si le gouvernement Syriza ne fait pas de bêtises, comme le gouvernement de la Nouvelle Démocratie en 2014 a fait, où ils sont crus à ce moment-là que tout était arrivé, il faut quand même se rappeler que la crise a recommencé, non pas à cause de Syriza, on l'oublie un peu vite, mais à cause de Samaras, le patron de la Nouvelle Démocratie, qui a cru que c'était terminé, et il a replongé le pays dans la crise. Alors je ne parle pas de la gestion catastrophique des 6 premiers mois, et notamment du ministre des Finances de l'époque, qui aurait mieux fait de ne pas quitter sa moto plutôt que de venir faire de la politique à Bruxelles. Mais il faut, donc je crois qu'il est temps. Je veux dire que tous les pays qui ont connu une crise, au bout de 3 ans, sont sortis. Chypre, Portugal, l'Irlande, l'Espagne de son plan bancaire, etc. Donc évidemment, la Grèce doit en sortir. Je me méfie un petit peu de ce genre de photos instantanées qu'on prend d'une situation. La Grèce privatise. Oui, mais il faut voir d'où elle est partie. Il faut voir qu'à partir des années 80, le parti socialiste espagnol, gouverné par Papandréou père, a lancé la Grèce dans un modèle qui était le modèle des pays de l'Est. Nationalisation de l'ensemble du secteur économique. La Grèce, c'était quoi? C'était un monstrueux secteur public qui ne fonctionnait pas, avec des micro-entreprises très peu profitables, la taverne, le petit hôtel, la chambre chez l'habitant. C'était ça la Grèce. Et les grandes fortunes partaient à l'étranger pour échapper effectivement à l'impôt. Et donc, ces grandes entreprises, c'était quoi? C'était un endroit où les partis politiques plaçaient leurs copains. C'était les copains et les coquins. Et ils étaient surpayés. C'était la faute à la gestion socialiste la gestion socialiste, puis après une Nouvelle Démocratie qui a trouvé intérêt. Chacun plaçait ses amis. C'était un système clientéliste. Le port du Pirée, qui est un port magnifique, on est en train de s'en rendre compte, ne fonctionnait pas. Les aéroports, on parle de la privatisation de l'ancien aéroport d'Athènes. Attendez, c'est en 2004 qu'il a fermé. Personne n'a été fichu en 5 ans de vendre cet endroit. L'aéroport était en bord de mer, c'est un des endroits les plus beaux d'Athènes, et ça n'a pas été vendu. Parlons du village olympique, qui est en ruine. C'est-à-dire que ce truc aurait dû être vendu, et bien ça n'a pas été. Il y avait une incapacité de l'État grec à gérer l'économie, parce que sinon, ce n'est pas le rôle de l'État de gérer l'économie. Donc aujourd'hui, il fallait en sortir. Alors, là, je rejoins monsieur, c'est qu'on n'est pas sorti dans les meilleures conditions, parce que quand il a fallu privatiser au moment de la crise, évidemment, quand vous êtes dos au mur, vous privatisez dans les pires conditions. Mais il fallait sortir de ce système. Alors, à terme, la Grèce en bénéficiera, aura un secteur économique qui sera sans doute plus actif, plus attractif, mais c'est vrai qu'ils ont vendu les bijoux de famille, mais qui étaient dans un sale état. Hein. Vous savez, c'était quand même, les cuillères étaient tordues, etc., dans les pires conditions. Voilà. Allez, on passe à notre rubrique de fact-checking. L'Europe peut-elle devenir encore plus démocratique de l'avis de la Commission et du Parlement européen? Oui, plus précisément, ils veulent rendre la désignation du président de la Commission plus transparente en y impliquant désormais directement l'électeur européen. Comment? Grâce au système de Spitzenkandidat. Le Spitzenkandidat, le principe du candidat en tête de liste. C'est expression Deutsch, hein, ein bisschen. Adeline Louvigny, on écoute, on regarde, on réagit juste après. Comment sera désigné le prochain président de la Commission européenne lors des élections de 2019? Le débat est vif au sein de l'Union. Donald Tusk, président du Conseil européen, assure que permettre à l'électeur d'intervenir dans le choix du président de la Commission via un procédé appelé Spitzenkandidat ne sera pas plus démocratique.
The idea that the Spitzenkandidaten process is somehow more democratic is wrong. La Commission et le Parlement européen, eux, veulent que ce système, déjà appliqué lors des élections de 2014, le soit aussi en 2019. Pour comprendre l'origine de ce désaccord, il faut se pencher sur les relations entre les membres de ce trio institutionnel. Commission et Parlement européen sont là, entre autres, pour proposer, voter et mettre en œuvre la législation européenne. Les dirigeants des 28 États membres forment le Conseil européen, qui est surtout là pour donner une impulsion dans la politique globale, mais il a son mot à dire dans certains domaines, dont celui de la désignation du président de la Commission. C'est le Conseil qui choisit un candidat comme président de la Commission, et c'est au Parlement d'approuver ou non sa désignation. Mais depuis le traité de Lisbonne en 2009, cette désignation doit tenir compte des élections européennes. La Commission et le Parlement veulent donc appliquer le Spitzenkandidat. Chaque parti politique choisit un candidat à tête de liste et le Conseil doit choisir parmi ceux-ci, voire même choisir le candidat du parti majoritaire. Les défenseurs du Spitzenkandidat espèrent ainsi favoriser la mobilisation des citoyens aux élections européennes. Les leaders européens, eux, craignent de perdre un peu de leur pouvoir au sein de l'Union, mais aussi de voir les partis eurosceptiques ou extrémistes remporter les élections. Leur argument pour défendre leur légitimité, les membres du Parlement et du Conseil sont déjà directement élus par les citoyens. Mais grâce au Spitzenkandidat, l'électeur peut directement intervenir dans cette désignation. Alors, le système de Spitzenkandidat est-il moins démocratique qu'une élection seulement influencée par les dirigeants des États membres? C'est faux. L'Europe doit être plus démocratique, notamment au niveau de la Commission? Oui, absolument. Le Parlement voudrait non seulement voter parce que ça, c'est notre pouvoir, voter le président de la Commission. Si ce ne sera pas celui qui a gagné les élections, aussi à travers une coalition, il peut gagner aussi à travers une coalition, on ne le votera pas. Mais on voudrait voter vraiment aussi les membres de la Commission et ne pas avoir un membre de Commission par État membre. Ça, c'est peu démocratique et peu efficace. Justement, Jean Quatremer, vous avez révélé pour Libération les conditions controversées de la nomination du secrétaire général de la Commission. C'est un Allemand, Martin Selmayr. Un braquage, selon vous? C'est un braquage, parce que c'est un ami personnel de Jean-Claude Juncker. Et ça montre aussi, je dirais, tout le danger du système des Spitzenkandidaten. Parce qu'au rythme où on est parti actuellement, comme le Parti populaire européen est majoritaire en Europe et va le rester sans doute après les prochaines élections, ça veut dire que le président de la Commission sera de droite pour les 50 prochaines années, et qu'on ne pourra rien faire, et qu'il pourra placer tous ces hommes dans les institutions. On le voit au sein du Parlement, où vous avez un secrétaire général allemand, Klaus Welle, qui place tous ces hommes du PPE dans la machine administrative. À la Commission, c'est la même chose. Et la Commission elle-même... C'est-à-dire des fonctionnaires non élus qui ont un pouvoir vraiment... Et ce qui s'est passé à la Commission, c'est d'une gravité extrême, parce que là, on passe notre temps à donner des leçons aux Grecs. On va leur expliquer comment il faut embaucher des gens, comment il faut embaucher des fonctionnaires, qu'il faut des procédures claires et transparentes. Là, depuis 3 semaines, on pose des questions à la Commission sur les conditions de nomination de Martin Selmayr. On n'a aucune réponse, une succession de mensonges. Moi, j'ai hâte que les gens de la Commission retournent à Athènes pour expliquer aux Grecs comment on fait une embauche non contestable. Qu'est-ce que vous reprochez à cette nomination? C'est qu'il n'avait pas le niveau, il n'avait pas le grade, la procédure a été violée, il n'y avait qu'un seul candidat, etc., etc. Je veux dire, on se rend compte en réalité que dès le départ, il voulait nommer son protégé Martin Selmayr. Il aurait pu nommer son cheval. On le faisait à une époque. On faisait de son cheval un roi ou un vice-roi. Aujourd'hui, c'est Martin Selmayr. Ça me pose un problème de démocratie, de fonctionnement de la Commission, de fonctionnement des institutions. J'espère que le Parlement va s'emparer de cette affaire, parce que c'est scandaleux. Le Parlement est absolument d'accord. Il essaie de s'en emparer, mais évidemment... Il y a le PPE. Oui, il y a ça sera la fin de cette émission. Mais c'est pour cela que le prochain candidat pourrait être de coalition. Pas nécessairement le premier parti, mais la première coalition. Ça, c'est important. On déborde, ce sera la fin de cette émission. Pour plus d'informations, je renvoie nos téléspectateurs à votre blog. Ça s'appelle Coulisses de Bruxelles sur Internet. C'est excellent. Bien prononcé. Merci. Merci d'être venu débattre avec nous. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.